Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de trichothérapie. Alors ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et reprendre goût à la vie. Du coup, chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux développer ta résilience, si tu veux retrouver confiance en toi, si tu veux sortir de ce burn-out, je t'invite à notre cercle de parole dimanche 29 janvier à 15h où on pourra parler des 5 étapes les plus importantes, genre les étapes les plus indispensables par lesquelles tu dois passer pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, il existe de nombreuses formes de pensée déformée. Et une pensée déformée, c'est une pensée basée sur une idée reçue, des a priori, en fait une croyance que tu n'as pas réellement testée, que tu n'as pas confirmée, mais que tu penses dur comme fer. Et généralement, elle est déformée parce qu'elle est pas véridique, elle reflète pas réellement la vérité. Ou la réalité même. Voilà, elle ne reflète pas la réalité parce que tu l'as peut-être interprétée, tu l'as mal comprise. On verra les différentes déformations de la pensée, mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Et quand on ne fait pas attention, on peut devenir limite ignorante, c'est-à-dire qu'on aura des pensées tellement erronées, on va prendre de mauvaises décisions parce qu'elles sont basées sur ces idées fausses, quoi. Et du coup, ça peut pas être correct. Je veux dire, tu auras beaucoup de mal à sortir du burn-out si tu es pleine de pensées déformées. Il y a eu énormément d'études là-dessus et en fait la recherche suggère que les gens développent ce qu'on appelle des distorsions cognitives. En gros, voilà, tu développes des mécanismes de pensée comme un moyen pour faire face aux événements indésirables de la vie. Tu connais certainement le déni. Le fait de ne pas vouloir accepter un événement parce qu'en fait si tu l'acceptes, c'est très très dur. Et il y en a d'autres comme ça, des distorsions cognitives. Et plus l'événement est difficile, plus il est grave, plus il est prolongé, plus il est intense, et plus tu vas développer plusieurs pensées déformées qui vont t'aider, en fait, qui vont te protéger en réalité, qui vont te préserver de la réalité. Tu vois, on parle souvent du fameux Néandertal quand il était en danger, qu'un animal allait lui sauter dessus, donc ça le mettait en stress. Il adoptait du coup soit le combat, soit la fuite, soit figé, rester sur place. Tout dépend du contexte. Son cerveau primaire très très vite, il fait le calcul et il se dit est-ce que ça vaut plutôt la peine de courir, est-ce que ça vaut la peine de se faire tout petit, ou est-ce que ça vaut la peine de partir, mais alors tout doucement. Donc finalement le stress aide la personne à adapter sa façon de penser, sa façon de réagir de la manière la plus efficace, la plus immédiate pour sa survie. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir les mêmes mécanismes, sauf que c'est pas forcément rationnel, c'est pas forcément sain à long terme, ça aide pas, et pour la plupart du temps, sincèrement, c'est soit un frein, soit au contraire, ça aggrave la situation, parce qu'on est en mode survie tout le temps, parce qu'on ne prend pas le temps de prendre du recul, parce qu'on ne fait pas appel à quelqu'un d'autre et parce qu'on est toujours avec nos fameuses pensées déformées. Mais on peut citer aussi le fait de se focaliser sur l'aspect négatif, mais pas en mode danger, plutôt rien de bon ne peut m'arriver. C'est vraiment de l'exclusion des aspects positifs, genre ça peut pas t'arriver. La vie c'est comme ça, c'est la galère pour tout le monde, en fait il faut faire avec et puis faut tenir le coup, ça pourra pas s'améliorer parce que ça n'existe pas, être épanoui au quotidien ou être épanoui au travail ou avoir des enfants genre cool quoi, ça va, où on passe pas notre temps à leur hurler dessus, ça n'existe pas des relations amoureuses qui durent dans le temps et qui durent joyeusement dans le temps. Donc on a cette tendance à se focaliser sur uniquement les gens qui galèrent
et se dire que en fait, tu vois, tout le monde galère, donc pourquoi moi je vais me casser? Enfin, c'est pas possible que ce soit autrement pour moi. Il y a aussi le fait de toujours se détacher de nos forces. C'est-à-dire que même lorsqu'un truc bien t'arrive, tu vas te dire j'ai eu de la chance, ou parce qu'on m'a aidé, parce que c'était facile, tout le monde aurait fait comme ça, tout le monde l'aurait réussi. Tu vois, jamais de la vie, tu vas te focaliser sur tes capacités en te disant mais j'ai de la valeur, j'ai de la compétence, je le vaux, je l'ai fait parce que je suis douée et si j'ai réussi, c'est uniquement grâce à moi et à mes efforts et tout ce que j'ai mis sur la table. Non, on a tendance, et c'est la raison pour laquelle on est dans le burn-out, on n'en sort pas, c'est de ne jamais réellement prendre en compte ses forces et de s'assumer, en fait, assumer ses forces. Mais on nous a toujours dit que c'était prétentieux de se la raconter, de dire que je sais faire, et donc voilà, timide que nous sommes, ouais non, c'était pas si grave, hein, tu sais, c'est rien, et ça fait partie des pensées déformées qui t'empêchent de reprendre confiance en toi et de développer ton estime de soi pour sortir du burn-out. Après, t'as le genre de pensée, tout ou rien. Si je ne peux pas obtenir exactement ce que je veux, alors je ne veux rien du tout. Ça, je l'ai souvent avec les filles que j'accompagne. Les filles qui veulent être accompagnées, qui veulent s'inscrire à l'un de mes programmes. Et donc moi, j'ai, on va dire, plusieurs options. Et c'est pas pour rien que j'ai plusieurs options, parce que tout dépend de ta situation. Il y en a, elles n'ont pas forcément besoin d'un suivi individuel. Il y en a, au contraire, je sens qu'elles vont en avoir besoin. Donc, et d'un côté, je fais en sorte qu'il y ait toujours des programmes plus accessibles financièrement parlant. Parce que voilà, je sais qu'on est dans une société inégale où tout est à deux vitesses, que ce soit l'éducation, la santé, et tout ça. Donc moi, j'essaie quand même de proposer des choses qui sont accessibles pour les petits budgets. Et j'ai souvent des personnes qui veulent absolument le pack complet total. Sauf que ce pack complet total n'est pas dans leurs moyens. Donc je leur propose quelque chose qui pourrait être dans leurs moyens. Mais effectivement, oui, où il y a moins de prestations de services. Je veux dire, là-dessus, c'est mathématique. Et là, il y a cette pensée du tout ou rien. Soit j'ai absolument le pack total pour sortir du burn-out, soit c'est tout. Je ne fais rien du tout. Je prends rien du tout. Et c'est une pensée déformée qui mène clairement à la dépression. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça veut dire que tu ne vas rien mettre en place. C'est soit je veux tout bien, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et je ne sais pas quoi d'autre, soit je ne fais rien. Donc, lorsque tu ne fais rien, que tu ne mets rien en place, que tu ne fais pas appel aux professionnels pour t'aider, forcément, c'est clair et net que ton stress, il va prendre de l'ampleur et qui va faire plus de dégâts et qu'avec à la longue, le stress pousse à la dépression. Et en plus, tu sais, ça vient nourrir cette idée que tu te dis, de toute façon, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le machin, j'ai pas le truc, je peux pas y arriver. Tu t'auto-détruis en fait, c'est de l'auto-sabotage. C'est pour ça que je te disais au début que vraiment les pensées limitantes, là, les pensées déformées, les croyances limitantes, elles gâchent des vies. Elles gâchent des vies et elle t'empêche de sortir de ton burn-out. C'est pas juste comme ça des pensées, tu vois, genre la pensée elle n'a pas d'impact sur toi, c'est la base de tout. Récemment, pareil, j'étais en coaching en one-to-one et elle me disait quand j'ai fini ma journée avant de rentrer chez moi, j'angoisse. Et donc je lui dis, qu'est-ce qui t'angoisse en fait ? Tu penses à quoi quand tu angoisses ? Et vraiment, elle n'a pas su me répondre. Il a fallu que je contourne le truc, que je reformule la question, que je passe par des raccourcis, des prolongations, des machins pour arriver à la réponse. Parce qu'on croit que il y a que l'émotion qui compte. Non, l'émotion, elle est toujours provoquée par une pensée. Donc lorsque tu stresses, que tu angoisses, faut qu'on sache qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui active cette émotion-là ? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? À quoi tu penses à ce moment-là ? Qui par la suite active le stress ? Entre parenthèses, je ne parle pas des crises d'angoisse chroniques, des pathologies un peu poussées qui sont très associées à l'angoisse et tout ça. Hein. Je parle vraiment du stress, du burn-out. Alors, une autre pensée déformée, ça va être si je ne réussis pas la première fois, je n'y arriverai jamais. Et là, c'est plutôt la pensée polarisée, c'est-à-dire soit c'est la vie, elle est soit noire, soit tout blanc et
il n'y a pas entre deux et donc c'est soit je réussis tout, soit je suis nulle, soit je fais tout parfaitement parfait à la perfection, soit je suis nulle. Donc des fois, quand on a surtout si tu as une mauvaise entre guillemets notion de l'échec et de la réussite, bah forcément si t'as pas réussi une seule fois, tu ne t'accordes pas, tu ne t'autorises pas de réessayer. Tu ne t'autorises pas d'autres tentatives. Tu pars du principe que avec ta pote, la sophro, ça n'a pas fonctionné, eh bien ça ne fonctionnera pas avec toi. Il y a 3 ans, je sais pas moi, tu as commencé un suivi psy, ça n'a pas fonctionné, eh bien ça ne fonctionnera pas maintenant. Tu as lu un témoignage que telle personne a fait appel à tel coach et ça n'a rien donné, eh bien ça ne donnera rien avec toi. Donc tu vois, il n'y a vraiment aucune prise de recul, tu prends pas le temps d'analyser la situation en te disant que si la sophro n'a pas fonctionné avec ta pote, peut-être que ta pote elle n'y était pas sensible, peut-être que la sophrologue n'était pas la bonne, mais que toi tu as toutes tes chances pour que ça fonctionne. C'est vrai, il y a tellement de variables. Tu n'auras pas la même sophrologue, vous ne ferez pas les mêmes exercices, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes problématiques, donc en fait... mais on recommence tout de zéro, quoi. Tout est à refaire. S'il y a 3 ans pareil, une thérapie, ça n'a pas fonctionné, peut-être que c'était pas le bon moment pour toi, peut-être que t'avais pas la maturité à ce moment-là, t'étais pas prête, quoi. Peut-être que là où le psychologue n'était pas le bon et qu'il faut en chercher un autre. Si tu veux sortir du burn-out, il est clair et net qu'il va falloir tester plusieurs choses et des fois tester des choses que tu as déjà testées, mais genre il y a longtemps. Et donc depuis 3 ans, tu as évolué toi et même tes lectures ont évolué, ton entourage a évolué. Donc ça se trouve, même le même professionnel, ça pourrait bien se passer avec lui, mais 3 ans plus tard. Tant qu'il y a de la variabilité, tant qu'il y a de la différence, eh bien il y a de la nuance et donc on se fiche pas sur des croyances comme ça, basées sur rien du tout en réalité. Sinon, ça peut être, il y a d'autres idées comme sauter direct à la conclusion. Des conclusions hâtives, tout simplement. Tu es dans une réunion, tu prends la parole, il y a quelqu'un qui regarde son téléphone, ou il y en a 2 qui se regardent, ou tu vois, des fois des petits gestes de rien du tout, et hop, toi tout de suite, tu te fais ton interprétation, et ça te met en panique pendant la réunion, tu vas bafouer. Voilà, le stress fait que t'oublieras même de quoi tu parlais alors que t'as pas toutes les informations en fait, tu sais pas du tout ce qu'il y a sur le téléphone de la personne et tu sais pas ce que se disaient les deux qui se regardaient. Enfin bon, des fois même avec les collègues ça se passe mal parce que t'es persuadé qu'elle t'aime pas, parce que t'es persuadé qu'il veut ta place. Voilà, des fois après, je sais qu'il y a de l'intuition, on a des fois des pressentiments qu'on peut pas vraiment argumenter, on n'a pas de preuves, mais on dit que je le sens dans mes tripes. Ça, il y a des personnes qui sont très très tripes comme ça, et puis il y en a d'autres qui sont très, pas réfléchies, mais plutôt analytiques. Ça ne les empêche pas d'avoir ce genre d'idées où elles vont se sentir mal dans un groupe parce que persuadées que quelques-uns de ce groupe-là ne l'aiment pas. Et pourtant, il n'y a aucune preuve, rien du tout. Je dis pas que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, que le milieu professionnel, il est chouette et tout, non. Non, mais encore une fois, la vie n'est pas toute blanche ou toute noire. Quand tu te sens mal par rapport à quelqu'un, moi je serais d'avis de briser la glace en fait et d'appeler la personne et de lui dire est-ce que tu as un souci avec moi, j'ai l'impression que tu m'apprécies pas des masses. Oui, il faut avoir des cojones, je suis d'accord, il faut avoir une bonne assurance pour prendre comme ça l'initiative de poser ce genre de questions, mais c'est tout l'intérêt de travailler son estime de soi et de travailler sa confiance en soi, c'est de pouvoir s'imposer et poser des questions qui... Parce que peut-être que la personne elle va dire je te déteste, hein. C'est fort probable, mais au moins c'est clair, c'est net et tu pourras dire pourquoi. Peut-être que j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose, parce que c'est vrai, nous aussi on peut être fautifs, je veux dire c'est pas toujours la faute des autres. Alors il y a aussi un autre problème des burnies qui les empêche de réellement prendre soin d'elles, c'est la bonne aventure. C'est-à-dire elles croient pouvoir prédire l'avenir comme ça, comme si c'était des chamans. Et du coup, elles vont pas se lancer dans des coachings parce que les gens vont se moquer de moi. Elles vont pas faire appel à un psy parce que les gens vont se moquer de moi. Elles vont pas se lancer dans le yoga, la sophro parce que ça ne fonctionne pas pour moi. Elles vont pas se lancer dans les formations en ligne parce que je ne vais pas réussir à y aller jusqu'au bout. Et ça, c'est un gros problème pour les nanas épuisées parce que c'est un cercle vicieux.
tu ne mets rien en place par peur d'échouer, et tant que tu ne mets rien en place, ton stress évolue. Et plus ton stress évolue, moins tu as confiance en toi. Et moins tu as confiance en toi, et plus tu as peur de l'échec. Et plus tu as peur de l'échec, tu ne mets rien en place, et hop, c'est parti. On tourne en rond pendant 2, 3, 4 ans, et jusqu'à malheureusement finir en invalidité chez soi, parce que dépression, parce que impossible de reprendre le boulot, parce que trop traumatisé, trop brisé en fait. Alors après, il y a soit des pensées exagération plus, ou dédramatiser, mais genre plus. Des fois, tu vas à un entretien, l'entretien, en réalité, il s'est bien passé, mais toi, parce que tu t'es focalisé sur un truc que t'as mal dit ou que t'as mal fait, ou un regard du mec en face, et t'es certaine d'avoir raté ton entretien. Des fois, pareil, toujours réunion, collègues, clients, patients, qu'importe. L'événement, il s'est passé d'une manière. Donc, je dis pas que c'était toujours positif, alors que toi, tu dis que c'est négatif. Non, hein, des fois, peut-être que ça s'est très mal passé, mais toi, dans ta tête, tout s'est bien passé. Mais en tout cas, tu vas te focaliser sur un truc, en ignorant tout le reste. Et de ce un truc, tu vas déduire si ça s'est bien passé ou si ça s'est très mal passé. Alors, il y a aussi le raisonnement émotionnel. Ça aussi, je le vois souvent chez mes clientes. Donc, elles viennent me voir en étant certaines d'avoir peu confiance en elles, d'être désorganisées, d'être dans un métier qu'elles n'aiment pas, d'être débordées, de ne plus aimer voir les gens. Et puis, on commence l'accompagnement et on avance. On a beau avancer. Il y a de belles choses qui se mettent en place, il y a de beaux résultats qui commencent déjà à apparaître, mais parce qu'elles n'arrêtent pas de se dire « j'ai pas confiance en moi, je me trouve pas intéressante, je n'arrive pas à m'organiser ». Et à force de se le dire, elles croient que c'est réel. C'est vraiment croire qu'une chose est vraie parce qu'elle semble vraie, mais en réalité, si elles se détachent un chouïa de ce « j'ai pas confiance en moi et que je suis débordée et tout ça », et si elles prennent en compte, et c'est tout le travail qu'on fait ensemble, de prendre du recul pour voir un peu tout ce qui s'est fait depuis qu'on travaille ensemble, elle percute qu'en fait, elle a fait des choses qui nécessitent de la confiance en soi, donc c'est que tu as confiance en toi. Elle a fait, dans sa vie, elle a repris pas mal d'activités et pourtant elle a toujours le même nombre d'heures dans la journée, donc c'est que quelque part, tu es quand même mieux organisé. Après, il y a l'étiquetage, c'est-à-dire au lieu de décrire un comportement pile-poil, tu vas plutôt mettre une étiquette à la personne. Quelqu'un qui t'a menti, il t'a menti, toi tu vas dire que c'est une mauvaise personne. Donc toi qui as fait un burn-out, tu vas dire que t'es une nature, une nature morte, n'importe quoi. T'es une petite nature, t'es faible, t'es nul, t'es naze, t'es pas à la hauteur. Et pourtant c'est juste que t'as fait un burn-out. Du coup, dire je suis nul, c'est une étiquette, alors que toi c'est juste que t'as beaucoup de choses à faire et que va falloir se poser pour savoir exactement ce que tu dois faire en premier, ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas, blablabla. Quelqu'un qui ne sait pas gérer ses priorités, il n'est pas nul. C'est juste qu'il ne sait pas encore gérer ses priorités, il va apprendre à le faire. Quelqu'un qui ne sait pas dire non, il ne sait pas dire stop, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Ça veut juste dire qu'il n'a pas encore connu il connaît pas ses limites, qu'il ne les respecte pas. Et le fait de dire je suis stupide, ok d'accord, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Ça donne pas de solution, ça donne pas de piste d'amélioration. Comment faire pour ne plus être stupide ? Je sais pas. Mais par contre, si tu ne sais pas dire non, si tu n'es pas bien organisé au travail, si tu ne manges pas correctement, si tu ne dors pas correctement, si tu es tout le temps en colère, ça c'est déjà des trucs plus précis et ça nous permet d'avoir des pistes d'amélioration. Du coup, ces pensées, ces croyances déformées de penser que ce soit envers toi-même ou envers les autres, envers le monde, la société, tout ça peuvent vraiment entraîner des états émotionnels et des comportements problématiques comme la peur, donc la peur de ne pas faire les choses, du coup tu ne pourras pas sortir du burn-out si tu ne fais rien. Ça peut aller jusqu'à la dépression si tu traînes trop longtemps dans ton burn-out. Et puis bien évidemment, si déjà de base tu n'as pas confiance en toi, que tu as une piètre estime de toi-même, clairement ces croyances déformées, elles vont aggraver tout ça et plus c'est bas et plus c'est compliqué de remonter, tout simplement. Et en plus, la plupart du temps, ça génère vraiment des émotions qui te font sentir mal dans ta peau, dans ta tête et même avec les autres. Ça détériore les relations avec les autres.
Quand je dis sortir du burn-out, éviter les récidives, être épanoui, tout ça, c'est vraiment améliorer le quotidien. Pour améliorer le quotidien, tu as besoin de prendre conscience de tes schémas de pensée toxiques pour les changer. Comme ça, quand elles vont se pointer, tu sais, à nouveau, ou quand d'autres schémas vont se mettre en place, d'autres schémas toxiques vont se mettre en place, et ben, tu auras déjà cette capacité de les repérer et de les arrêter, tu vois. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, des fois, moi, je me dis des choses et ensuite, je me reprends en me disant, non, c'est pas vrai, ou alors laisse-moi essayer pour voir si c'est vrai ou pas. C'est un travail à vie, vraiment, c'est un travail à vie, donc l'objectif est plutôt de te sensibiliser à la différence entre la réalité des choses et ce que toi tu crois de la réalité. Ça te permettra de réduire ton stress, ça sert aussi à réduire les conflits. Mais voilà, c'est un travail que tu dois faire avec un professionnel, donc un psychologue, un coach, un thérapeute, parce qu'en fait, toute seule, c'est très difficile d'identifier des schémas inconscients, parce qu'ils sont inconscients tout simplement. Alors qu'une personne qui est à l'extérieur et qui ne ressent pas tes émotions ou tentées, forcément, elle va dire, ouais, mais pourquoi ? Ouais, pas forcément. Non, mais tu peux quand même essayer. Mais ça se trouve, c'est plutôt la solution B. Ça se trouve, c'est plutôt l'idée 4. Tu vois, vraiment, il y a cette objectivité que toi, tu n'as pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire ce travail de recadrage avec un professionnel. Alors, tu vas me dire, ouais, mais quand est-ce que je sais qu'il faut faire appel à un coach, par exemple ? Moi je dis qu'au moment où tu te poses la question, c'est que c'est le bon moment. Parce qu'en réalité, le bon moment n'existe pas, mais vraiment, dès que tu constates, dès que tu ressens que tu as besoin de prendre du recul sur une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, qu'importe. Dès que tu te poses la question, peut-être que là j'ai besoin d'aide, dès que tu as l'impression de tourner en rond, dès que tu as l'impression de mettre des choses en place, mais ça donne des tout petits résultats, ou tu n'es pas certaine de ce que tu mets en place, ou tu as du mal à mettre quoi que ce soit en place. Mais pour moi, dès que tu te poses la question, c'est que c'est bon, c'est le bon moment parce que tu te poses la question. Donc tu ne te posais pas la question, tu n'étais pas prête, tu étais un peu dans le déni, ça ne te traversait pas l'esprit. Dès que tu commences à te poser la question, ça veut dire qu'il y a eu pas mal de prise de conscience et que tu sais maintenant que tu as besoin d'aide. Donc pourquoi attendre ? Rappelle-toi qu'un coach apporte un regard extérieur, bienveillant, respectueux, constructif. Il ou elle rassure, sécurise, te donne confiance et t'aide à prendre de la hauteur face à ce burn-out pour mieux l'affronter et le dépasser. Il ou elle t'aide à te projeter, à rassembler tes forces, tes compétences et te dire tu peux utiliser ça pour améliorer ça, vraiment pour changer ton énergie, pour que tu puisses agir dans l'optique de sortir du burn-out et de reprendre ta vie en main. Par contre, un coach n'est pas un magicien, ça c'est très important. Mon objectif, c'est que toi, tu utilises tes propres moyens pour que tu trouves les solutions à ta problématique, parce que le but à la fin, c'est d'être autonome. C'est que tu sois ton propre coach. Donc au début, tu connais pas les concepts, tu sais pas comment fonctionne le cerveau, tu sais pas comment toi tu fonctionnes. Et donc, avec moi par exemple, on va travailler cette reconnexion à soi pour mieux te connaître et mieux comprendre comment tu réagis aux événements stressants et comment tu pourrais mieux réagir. Mais ça, je te partage un savoir, je te partage des exercices et ensuite tout dépend ce que toi tu mets sur la table. Sans oublier qu'un coach c'est quand même de la motivation. Quand tu procrastines, quand tu as du mal, lorsque tu es toute seule dans ton coin, tu vas procrastiner pendant des mois. Mais lorsque tu es dans un programme, tu as des rendez-vous, limite c'est des obligations, donc ça va te booster. Alors au début, certes, c'est pas la bonne motivation parce qu'elle est extrinsèque, mais c'est en faisant ce que je vais te demander de faire que tu vas développer ta motivation intrinsèque et que par la suite, même quand je suis pas là et que le programme est terminé, tu pourras t'auto-motiver et t'auto-coacher et avancer quoi qu'il arrive. Du coup, aujourd'hui, si je peux te partager un exercice, ça va être d'analyser une situation stressante et puis vraiment te dire quelle est l'émotion ressentie. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la honte, de la colère, de l'irritabilité? D'ailleurs, tu peux même y ajouter toutes tes sensations physiques. Est-ce que tu trembles? Est-ce que tu es raide? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as chaud? Vraiment, comment tu te sens à 100%. Et ensuite, il faut identifier la pensée. La première, ça va être la surface, il va falloir creuser pour arriver à une peur. C'est souvent la peur de quelque chose. La peur d'échouer, la peur de rater, la peur de perdre, c'est toujours la peur de quelque chose. Et de là,
tu vois de quelle distorsion il s'agit. Ça me permettra de faire le récap du coup de cet épisode. Donc est-ce que est-ce que tu te focalises que sur le négatif? Est-ce que c'est du tout ou rien? Soit j'ai tout, soit je fais rien. Est-ce que c'est du tout blanc ou tout noir? Donc j'ai pas réussi, je réussirai pas. Est-ce que tu as des conclusions hâtives? Est-ce que tu lis la pensée des autres? Donc tu dis lui il m'aime pas, ou est-ce que tu crois prédire l'avenir? Donc tu te fais des films, encore une fois, hein, tu vas dire ça ne va pas fonctionner ou ils vont se moquer de moi. Est-ce que tu exagères un événement ou tu dédramatises plutôt, un peu beaucoup? Est-ce que tu crois que quelque chose est vrai parce que tu te le dis? Genre j'ai pas confiance en moi parce que je sens que j'ai pas confiance en moi. Est-ce que tu te mets une étiquette et donc tu te condamnes à vie, j'y arriverai pas, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je sais pas faire, c'est pas pour moi. Et ensuite la grande question c'est que peux-tu faire pour réduire l'impact de cette déformation de pensée? Et cet exercice, il va falloir le faire et le refaire, mais genre au moins une fois par jour pendant une semaine voire 10 jours. Et en plus, il faut prendre un carnet, un stylo et noter. Il suffit pas juste de le faire en roulant ou je sais pas quoi. Il faut vraiment prendre le temps d'écrire, de coucher sur du papier, tout ça. Tu verras que c'est beaucoup plus difficile de le noter que juste de te le raconter. Et puis on n'aime pas la charge mentale, ça sert à rien de faire de l'introspection comme ça, n'importe quand, n'importe où. Il faut lui donner un cadre, il faut se poser, prendre son carnet, sa boisson préférée, sa musique préférée, ce que tu veux, un endroit très bien que tu aimes beaucoup, mais faut te poser et vraiment prendre le temps de te questionner, de trouver la réponse. Des fois elle est fausse et à force de faire, ce sera beaucoup plus évident et plus tu vas identifier tes distorsions cognitives, plus tu pourras les changer et plus tu vas les changer et plus tu auras de l'élan pour mettre en place des choses pour améliorer la qualité de ta vie. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager le podcast avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Ça permet de faire vivre le podcast en fait. Si tu veux échanger sur cet épisode, tu peux m'écrire en message privé, mais je te conseille aussi mon canal privé Telegram, comme ça t'as pas à passer par un réseau social. Je te rappelle que pour développer ta résilience, pour reprendre confiance en toi et enfin sortir du burn-out, je t'encourage à t'inscrire au cercle de parole sur Zoom qui aura lieu dimanche 29 janvier à 15h. Et sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.